Mes amis, si vous vous demandez un jour si la pénurie de carburant en Russie entraînera d'autres types de souffrances ou de pénurie en Russie, alors vous avez raison. C'est déjà le cas. Maintenant, dans l'agriculture, la plupart des machines utilisent donc du diesel, qui provient des raffineries. Pas de raffinerie, pas de diesel, pas de produits alimentaires, pas de produits alimentaires, on se retrouve avec une pénurie alimentaire. Et c'est aussi de cela dont nous parlons aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, je vous présente à nouveau le célèbre bavard Yevgeny Colman. Comment ce type est-il encore en vie? Je ne sais pas. Mais dans ces divagations insensées, ces divagations en colère, il y a aussi un brin de vérité. Et c'est pour cela que je vous montre ce gars tout le temps. Regardez ça, Novak, le vice-président de l'énergie, Novak. Il parcourt tous les foutus pays, signe des accords, construise des choses quelque part là-bas, construisez quelque chose ici, bon sang. Faites en sorte qu'on ait vraiment quelque chose. Il est en colère contre le gouvernement, les vice-présidents et PDG des compagnies d'énergie qui concluent des accords avec des pays du tiers-monde pour construire là-bas, mais pas en Russie. Tout le monde en a marre de faire la queue depuis 5 heures du matin pour de l'essence. Les gens sont déjà en train de péter un câble. Tout va bien. Tout était parfait. Ils disent non, peut-être que pour toi c'est super, mais à qui est-ce que je parle, au juste? On vit sous une sorte de connerie de constitution américaine. Ce type est un vrai moulin à paroles. Il ne dit rien de cohérent. L'alcool lui a déjà bouffé le cerveau, ou au moins la vodka. Mais parfois il lâche une petite vérité. Des Russes qui vivent sous la constitution américaine. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Ce gars-là, Fyodorov, ça fait 30 ans qu'il collecte des signatures, à se balader avec son missile de Washington. Mais pourquoi, bon sang? Tu vois le missile sur la Lada, la vieille voiture soviétique, non? Et il y a un gros missile dessus, pas Washington à Washington. Le missile va vers Washington. C'est un peu comme un mème drôle, mais il y a vraiment des gens qui se rassemblent autour. Je ne sais pas, c'est un type un peu fou qui fait ça en Russie. Il est devenu extrêmement populaire depuis le début de l'invasion à grande échelle. Et maintenant, Yevgeny demande « Pourquoi tu fais ça? Genre, vas-y à fond. Pourquoi tu te contentes de rouler en Russie? Lance-le, lance tout ce qu'on a, laisse tout voler, fais sauter ce putain de Gdansk en morceaux. Et de quoi on parle? Washington est maintenant Gdansk, c'est la Pologne. Pourquoi? Quoi? Pour qu'ils arrêtent de venir ici, d'apporter cette merde qui tue nos gars. Et nous, on continue juste à ruminer comme des cons. Ce type chez Reshetnikov, le ministre du Développement économique de Russie, aussi. Je le regardais avant, je le trouvais pas mal. Mais maintenant, il raconte n'importe quoi sur l'esprit d'ancrage. Vous êtes tout malades ou quoi, les gars? Ressaisissez-vous. La patrie est en danger, si c'est même votre patrie. Si ce n'est pas le cas, dites-le franchement. Vous, les foutus paysans, vous pouvez vivre comme vous voulez. Voilà, c'est la vérité. C'est comme ça que les politiciens russes, les VIP, les PDG, tous les grands pontes en Russie, c'est comme ça qu'ils se sont toujours sentis. Dès qu'ils ont de l'argent ou du pouvoir, ils s'en servent pour en accumuler davantage, acheter des villas et envoyer leurs enfants en Europe. Tous ceux qui comptent en Russie veulent être liés à l'Europe. Même s'ils disent détester l'Europe officiellement, leurs avoirs ou leurs appartements s'y trouvent. Pourquoi pensez-vous que nous avons pu geler 300 milliards de dollars d'argent russe en Europe? Parce qu'ils détiennent leurs avoirs là-bas, car c'est tellement plus sûr qu'en Russie. Ils admirent secrètement l'Europe. Ils veulent être comme l'Europe. Et ils pensent aux autres Russes exactement comme l'a dit ici Yevgeny Colman. Vous, les foutus paysans, pouvez vivre comme vous le pouvez. Donc les boyards et le tsar, c'est ainsi qu'ils considèrent leur propre peuple. C'est comme ça en Russie depuis des siècles. Rien n'a changé. Comme ce député l'a lâché hier. Habituez-vous à la nouvelle réalité. Il n'y avait pas de carburant et il n'y en aura pas. Putain, ils ont complètement perdu la tête. Non, ça a toujours été comme ça. Bien que des millions et des dizaines de millions de Russes ne se rendent compte que maintenant que leurs dirigeants n'en ont strictement rien à foutre d'eux, et ne l'ont jamais eu. Avant, ils vivaient trop dans l'illusion qu'on prenait soin d'eux. Mais c'était un mensonge. Bon, la pénurie de carburant. Parlons-en. D'abord, regardons la carte. Voici une carte incroyable de toutes les stations-service en Russie. Allons-y. Moscou, Moskva, n'est-ce pas? Dézoomez et vous verrez des centaines, voire des milliers de stations-service. Je ne vais pas m'attarder sur cette carte, mais elle est surtout rouge. Très peu d'entre elles ont du carburant. D'accord, cliquons sur une autre. Pas de carburant. Vous pouvez voir qu'à Moscou, la capitale, plus de la moitié des stations-service sont à court de carburant. C'est la région la plus riche, la plus développée de toute la Russie. Et là-bas, la moitié des stations-service sont vides. Maintenant, si on va dans n'importe quelle région agricole ou dans les oblasts de l'Extrême-Orient, c'est mauvais.
Je veux dire, il y a là-bas d'immenses terres agricoles, qui sont exploitées par des tracteurs, des moissonneuses et des machines agricoles, qui consomment une quantité folle de diesel. Et il n'y a pas de diesel. Où vont-ils trouver leur diesel? Si la carte des stations-service ressemble à cela, où trouverez-vous votre diesel? Cette carte est dans la description ci-dessous, consultez-la et profitez-en. Zoomez sur différents oblasts de Russie et amusez-vous. Par exemple, je vais dézoomer pour vous. Ceci est le kraï de Zabaïkalsk, qui est l'un des oblasts de l'extrême-orient russe, à la frontière de la Mongolie et de la Chine. Étant l'un des oblasts, la Chine prendra sûrement le contrôle après que la Russie sera gravement affaiblie. Cet oblast détient maintenant le record de la plus longue file d'attente à une station-service de toute la Russie. Et je veux vous montrer cela. Ce n'est pas une vidéo satellite. C'est une vidéo prise par drone. Regardez ça. Cela me rappelle le premier convoi nucléaire, vers Kiev. Vous vous souvenez quand les Russes avaient les 3 voitures côte à côte, et comme ça sur une trentaine de kilomètres, il y en avait combien? Environ 50 000 soldats en une seule file continue. Eh bien, c'est comme ça que ça a commencé, et c'est comme ça que ça se passe. Voici une station-service qui a encore du carburant à Zao, c'est dans le kraï de Zabaïkalsk. Et regardez la file d'attente. Regardez-moi ça. Ça n'arrête pas, ça continue encore et encore. Une file interminable de voitures qui attendent pour faire le plein. Mon sang. Les Russes adorent faire la queue, mec. Moi, j'aurais déjà abandonné. Pas d'essence pour moi. Je prends un vélo. Merci. Mais ils aiment faire la queue parce que leurs pères le faisaient, leurs mères aussi, depuis l'Union soviétique. Il n'y avait jamais rien nulle part. Donc il fallait faire la queue pour tout. Et c'est là que ça finit. Et au fait, si tu te demandes combien de temps il faut attendre, ne te pose plus la question. 2 jours. Cette file, c'est 2 jours. Ça veut dire 2 jours et 2 nuits, 2 fois 48 heures, et ensuite tu as de l'essence. Et quand tu arrives là-bas, comme ces gars-là, il n'y a plus d'essence. La station est vide et ils vont la ravitailler dans 2 jours. L'information est tombée. Tu attends 2 jours pour entrer dans la station, puis encore 2 jours sur place pour garder ta place. Ainsi, tu fais le plein dès que l'essence arrive. 4 jours sur 7 dans une semaine, tu attends dans ce kraï de Zabaïkalsk, une seule file pour l'essence. Voilà la Russie, mes amis. C'est fou à quel point ils sont prêts à faire ça. Si les citoyens n'étaient pas prêts à le faire, comme moi qui n'aime pas attendre, il n'y aurait pas de file. Les Russes sont prêts à faire ça. Et c'est vraiment difficile pour moi de comprendre pourquoi. Avant qu'on aborde le sujet de la pénurie alimentaire, j'ai rassemblé pour vous des histoires insolites sur les stations-service russes. Différentes vidéos, des extraits que nous avons récupérés dans des stations-service. Par exemple, ce gars qui essaie de remplir ce bidon d'eau, mais il est cassé. Alors il se dit « ingéniosité russe ». Je vais réparer ça avec du film plastique alimentaire, n'est-ce pas? Ça va le réparer. Je suis pressé, j'ai attendu 2 jours pour cette essence. Je vais arranger ça. Ça va marcher, pas de problème. Alors voyons comment son film plastique alimentaire retient cette essence. Je ne pense pas que ça va tenir longtemps et effectivement ça ne tient pas. Regardez ça, il y a une pénurie d'argent liquide dans le pays. Et c'est ce que tu trouves comme solution. Au fait, c'est aussi très dangereux. Une seule cigarette suffit, un fumeur négligent, on sait qu'il y en a beaucoup en Russie. Tout ça part en flammes. Tu sais que l'attente est longue quand les Russes sortent leur grill à kebab. Quand tu attends 2 jours, tu dois aussi attendre 2 nuits. Que fais-tu la nuit? Eh bien, tu sors ta bouteille de vodka. Et tes grills à kebab. Mais comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, les Russes sont follement capitalistes. Ils sont incroyablement prêts à gagner de l'argent sur le dos de leur propre peuple de la manière la plus immorale qui soit. Regarde ça. Ce gars-là vend sa place un peu plus loin dans la file. Pourquoi? C'est quoi ça? 3000 roubles, 5000 roubles, quelque chose comme ça. Il vend sa place. C'est presque une arnaque, j'en suis sûr. Comment amener ta voiture là-bas si tout est bloqué par d'autres voitures? Ils arnaquent juste les gens. Ils s'en fichent, prennent l'argent et ignorent à la course, c'est tout. C'est juste une façon d'essayer d'arnaquer leurs propres gens. Une autre forme d'ingéniosité, remplir des bidons est interdit dans la plupart des oblasts. Alors ce que font les Russes, c'est qu'ils découpent des trous supplémentaires dans leur voiture. Tu l'as déjà vu. Ils mettent d'eau des bidons dans la voiture et ils les remplissent à travers la voiture. Donc c'est remplir ta voiture, pas remplir le bidon. Ouais, ils sont vraiment malins. Et bien sûr, il y a des bagarres sans fin dans les stations-service pour les pistolets à essence, pour la quantité d'essence que chacun met dans sa voiture. Peut-être que certains dépassent les limites.
Cette femme, par exemple, ne veut pas lâcher le pistolet. Tout le monde attend depuis des heures, attend des heures dans cette file. Alors, à la fin, ils ont décidé de s'en prendre à cette femme. 2 hommes ont décidé de s'en prendre à elle et de lui arracher le pistolet des mains. Actuellement, on parle des guerres de l'essence en Russie, car les Russes se battent souvent dans les stations-service à cause de problèmes de contrôle des impulsions généralisées. Donc vous mettez cette situation et des Russes au même endroit. Vous êtes sûr d'obtenir beaucoup de bagarres. Et il y a d'innombrables bonnes vidéos à ce sujet. Regardez-le, il la traîne, il la tire. C'est comme plus d'essence pour toi. Bien. Je vous informerai sur ces guerres de l'essence en Russie. La plupart des sponsors n'aiment pas le contenu politique. Et c'est justement le sujet de cette chaîne. Il s'agit de ce que je pense, de ce en quoi je crois, de mes valeurs et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc nous avons un tas de personnes qui ne se soucient pas de cette restriction sur YouTube et qui décident quand même de soutenir la chaîne. Ce sont les membres mensuels de Buy Me a Coffee. Nous avons 2 nouveaux membres après la vidéo précédente et je vais sûrement écorcher leur nom. Randy Horsley. Merci Randy Horsley de vous être inscrit. Zachary Conklin. 2 L, donc je dis Conklin. C'est comme ça qu'on prononce 2 L en estonien. Merci Monsieur Conklin de vous être inscrit. Ça sonne un peu écossais. Conklin. Je ne sais pas. Merci. Et si vous aimez ma chaîne, alors inscrivez-vous à l'abonnement mensuel Buy Me a Coffee. J'ai donc fait quelques recherches. Et je voulais savoir comment le gouvernement, le Conseil de la Fédération par exemple, réagit à cette pénurie alimentaire, à la pénurie alimentaire à venir, ainsi qu'à la pénurie d'essence et de diesel. Ils ont filmé leur réunion du Conseil de la Fédération, d'où la vidéo. La Russie est bien une fédération, non ? Donc chaque oblast a son représentant qui va au conseil de la fédération et ensuite ils discutent de ces sujets. Je vais regarder cette vidéo de 2 minutes avec vous pour qu'on comprenne comment la Russie gouverne son pays et comment il joue à ce jeu de démocratie du conseil de la fédération, c'est une farce. Il suffit de 2 minutes pour voir que c'est une farce. On comprend vite qu'il n'y a pas de vraie démocratie, c'est juste pour faire semblant et tromper certains. Le député de la Douma, Viktor Miltyorovitch, s'adresse au Conseil de la Fédération. Maintenant, je dois préciser Miltyorovitch, Milchior. C'est un vieux nom allemand, germanique, et j'ai fait des recherches sur ce type. Il appartient à un groupe allemand parti s'installer en Sibérie à l'époque des tsars. Leur mère et leur père étaient tous les deux des Allemands en Sibérie bien avant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont eu des enfants et maintenant l'un d'eux est Viktor Miltyorovitch, qui a été gouverneur de l'une de ces régions pendant 6 mandats consécutifs. C'est un vieil homme, donc c'est une histoire folle. Il y avait des Allemands très travailleurs en Russie. Pas les Allemands de la Volga, mais d'autres groupes germaniques qui se sont installés en Sibérie. D'accord, je vais arrêter la leçon d'histoire ici. Mais voici cet homme, maintenant le descendant de ces peuples germaniques en Russie, qui a été russifié et maintenant il n'est plus Melchior, il est Melchiorowitch. Écoutons-le. Chers collègues, les travailleurs agricoles m'ont demandé de soulever la question de la situation catastrophique concernant l'approvisionnement en huile moteur pour le complexe agro-industriel. Donc oui, les huiles moteurs proviennent aussi des raffineries, comme le diesel et l'essence. C'est la même chose. Si vous manquez de l'un ou de l'autre, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre moissonneuse-batteuse. Tout le monde comprend la situation. Il est connu qu'un groupe de travail gouvernemental a été mis en place pour traiter ce problème. Dans ces circonstances, je pense qu'il serait approprié de donner la priorité à l'approvisionnement en huile moteur pour le complexe agro-industriel par rapport au secteur civil de l'économie. L'idée étant que si nous manquons de diesel, nous devrions donner la priorité à l'industrie alimentaire avant l'industrie civile, car l'industrie alimentaire, c'est la sécurité alimentaire. Vous savez, nous avons besoin de nourriture, donc il faut continuer à les approvisionner, sinon ce sera la famine. C'est ce que cela sous-entend un peu. Le prix doit aussi être maintenu sous contrôle. Maintenant, nous voyons le bon vieux contrôle des prix à la russe. L'Union soviétique adorait ça, et c'était l'une des raisons pour lesquelles elle était si mauvaise, parce qu'elle n'avait pas d'économie de marché. Les contrôles des prix, dans la plupart des pays qui les ont essayés d'une manière ou d'une autre, n'ont pas fonctionné. Même si j'adore les prix bas, tout le monde les aime. Mais si vous l'abordez d'un point de vue économique, en regardant la situation dans son ensemble, les contrôles des prix vont tuer votre marché. Ils ne fonctionnent pas sur le long terme. De plus, ils encouragent un marché noir. Presque partout où le gouvernement impose des contrôles des prix, il y aura un marché noir. Le prix doit aussi être maintenu sous contrôle. Il y a des entreprises qui fixent des prix tellement élevés que pour acheter 1 litre de carburant, il faut vendre 5 litres de lait. La récolte est déjà en cours dans le sud du pays. En Sibérie, nous conservons du fourrage. Sans huile moteur, tout s'arrêtera.
Nous perdrons tout ce que le pays entier a travaillé si dur à construire dans le complexe agro-industriel au cours des dernières années. Merci. Et maintenant, je dois revenir à la leçon d'histoire parce que c'est important pour moi, car les Estoniens ont connu le même sort en Russie, où ils ont été invités par le tsar à s'installer sur certaines terres. Ils ont développé ces terres parce que les Russes, à l'époque, n'y connaissaient rien en apiculture, rien sur les vergers. Ce sont les Estoniens et les Allemands, les peuples germaniques, qui ont appris tout cela aux Russes dans les années 1800. Donc ces ancêtres, tu sais, les peuples germaniques de Sibérie qui se sont installés là-bas à l'invitation du tsar. Dans les années 1700 et 1800, le tsar a invité les Allemands à coloniser et développer certaines régions, car ils étaient très compétents dans de nombreux domaines. Et ça, c'était les ancêtres de Monsieur Melchior. J'ai aussi cherché quelques noms du côté maternel et paternel. Il y avait Caus, il y avait d'autres noms germaniques. Ils ont probablement apporté l'agriculture, des technologies agricoles, une sagesse que les Russes n'avaient pas, que les peuples de Sibérie n'avaient pas. Ils ont probablement développé ces terres pendant plusieurs générations avant d'être complètement russifiés par Staline, par exemple, ou Lénine. Ces personnes ont été mobilisées dans l'armée rouge ou envoyées au goulag sur ordre de Staline, qui voulait purifier et éliminer les Ukrainiens par l'Holodomor, la famine, les Estoniens qui l'a déporté. Tous les Allemands de la Volga, d'ailleurs, qui étaient 1 million. Ils étaient vraiment nombreux et vraiment excellents dans ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire l'agriculture et le développement des terres. Tous ont été déportés au goulag, dans l'armée rouge, pour essentiellement attaquer les unités Z de l'armée rouge. Il était le symptôme de la russification et de la destruction, de tout ce qui avait été construit au fil des générations. Il est lui-même maintenant à la Douma d'État en train de dire que nous allons perdre ce que nous avons construit depuis quelques années. C'est tellement étrange à entendre pour moi qui connais l'histoire depuis bien plus que quelques années, mais depuis 200 ans alors que sa propre lignée dirait que cela a été détruit par Staline. Cela a été détruit par l'Union soviétique, ce que sa famille avait construit pendant des générations en Sibérie. Fin de la leçon d'histoire, passons à la suite. Et maintenant, ils vont lui répondre ainsi qu'à ses préoccupations tout à fait légitimes concernant la sécurité alimentaire. Regardez ça, je crois que c'est la présidente du Conseil. Merci Viktor Melchiorowitch. S'il vous plaît, n'exagérez pas le drame. Il est vrai que la situation était compliquée et difficile. Le président de notre pays a tenu une réunion sur l'approvisionnement en essence, kérosène et diesel pour l'agriculture. Elle est jolie. En gros, elle lui dit d'aller se faire voir et de la fermer parce qu'on s'occupe déjà de ses problèmes. Cela signifie qu'ils ne font rien. Mais l'ordre du Kremlin, c'est que on n'en parle pas. Donc elle fera taire tous ceux qui évoquent sur ce sujet. Lundi, nous avons rencontré le Premier ministre et discuté de ce problème. Un groupe de travail gouvernemental dirigé par le vice-ministre Novak travaille quotidiennement pour trouver des solutions afin de remédier à cette situation. Cela prendra du temps et je suis convaincu que la situation sera résolue. Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour y parvenir. J'adore la façon dont, à chaque fois que quelqu'un soulève un problème, les responsables du Kremlin doivent y répondre. C'est toujours la même réponse. Nous avons examiné la question. Nous avons tenu la réunion. Nous nous occupons de cela, alors maintenant, fermez-la. C'est presque toujours comme ça, et bien sûr, rien ne change. Nous allons surmonter cette situation difficile qui est créée pour nous par vous, savez qui ? Lord Voldemort. Je ne pense pas. Je crois qu'elle parle de l'Ukraine. Mais je dois éduquer cette dame. Elle veut sûrement parler du gouvernement russe lui-même. Ils ont eux-mêmes provoqué cette situation en attaquant une Ukraine pacifique qui n'a pas lancé de guerre. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'Ukraine a commencé une guerre, c'était vers 1920. Quand la Russie a lancé des guerres, vous pouvez voir la liste. Ils ont attaqué l'Ukraine et créé cette situation. Ils en sont totalement responsables. Je vais maintenant vous montrer comment lire cette phrase. Nous allons traverser cette situation qui est créée pour nous par nous-mêmes. Et délibérément ainsi. Oui, très délibérément ainsi. Donc maintenant, vous avez un aperçu de ce qui se passe dans le gouvernement de la Russie. Chaque fois que Poutine ne parle pas, ces gars-là font semblant de prendre des décisions. Bien que tout soit décidé par Poutine ou par quelques personnages obscurs du FSB, ces gars-là peuvent faire semblant de jouer le jeu de la démocratie et des rassemblements démocratiques. Cependant, lorsqu'une personne soulève un vrai problème dont les agriculteurs lui ont parlé, elle sera très vite réduite au silence. Alors, de quoi parle réellement Viktor Melchiorowitch ? Regardez ça.
Les producteurs de produits laitiers très périssables ne parviennent pas à respecter les délais de livraison pour les détaillants. Des files d'attente se forment dans les stations-service et des restrictions régionales sur la vente d'essence s'appliquent. Les experts craignent que cette crise du carburant puisse également perturber l'approvisionnement en viande, œufs, pain et autres aliments de base. Donc vous avez besoin de diesel pour faire fonctionner votre camion qui transporte des tonnes et des tonnes de lait, un produit très périssable, et nous serions affectés même par 1 ou 2 jours de retard. Vous ne pouvez pas vous permettre ces 2 jours. Votre lait va tourner. C'est comme ça avec le lait. Il faut aller vite. Pas de diesel, pas de livraison de lait, ce qui signifie une pénurie de lait. Et d'autres produits commercialisés, car d'autres usines de transformation laitière attendent leur livraison de lait pour fabriquer du fromage blanc, du fromage, du yaourt, pour fabriquer tout ce que l'on fait à partir du lait, ce qui représente une liste de produits interminable en Russie. Vous pouvez donc voir comment cette pénurie de diesel, par exemple, dans l'industrie agricole, est directement liée à la pénurie alimentaire, qui n'est pas encore là du tout. Il n'y aura pas de famine en Russie. Je ne dis pas cela. Je dis que les prix vont augmenter, les prix des aliments. C'est ce que j'affirme, et cela fera du mal aux Russes, Et comme pour la pénurie d'essence, ils font des réserves d'essence parce qu'elle se fait rare. Ils vont commencer à stocker certains types d'aliments, ce qui provoquera peut-être une pénurie alimentaire dans certains magasins ou certaines régions. C'est comme une panique bancaire. C'est le fait de faire des réserves par panique d'un produit précis, qui pourrait aussi être, je ne sais pas, du pain. Je ne sais pas, ce sont les Russes. Ils peuvent stocker du pain. Je m'égare ici. Allons directement à l'une des fermes dont je parle. La Russie compte tant de fermes que je ne pourrais les dénombrer. Mais l'une de ces fermes fonctionne comme n'importe quelle autre ferme dans le monde, parce qu'ils ont copié le système des autres pays agricoles. Même équipement, même idée, regardez ça. Si vous êtes agriculteur, vous reconnaîtrez sûrement le paysage et les machines. Voici tout notre équipement. Les citernes, les camions, les tracteurs, tout est à l'arrêt. Nous devions livrer des bottes de foin à notre voisin aujourd'hui. Nous avons coupé l'herbe et fait les bottes, mais à ce moment-là, nous avions encore du diesel. Maintenant, les bottes nous sont juste là parce qu'on ne peut pas les transporter. Tout s'est arrêté. J'ai dû renvoyer tous les ouvriers chez eux. Plus rien ne peut fonctionner. Alors mettons même une date sur cette phrase. Les ouvriers rentrent chez eux, ils sont payés à la journée. S'ils sont moins payés, ils peuvent acheter moins. Cela veut dire moins de consommation. Cela signifie des pertes pour les épiceries ou pour n'importe quel magasin qui a besoin de l'argent des ouvriers qui achètent chez eux. Toutes ces pénuries vont simplement ralentir toute l'économie de la circulation. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous retirez un élément de l'équation, tout le reste ralentit. Il n'y a pas de bottes de foin, le voisin avait besoin de ses bottes de foin. Il ne peut pas faire l'étape suivante qu'il doit faire. Je suis le seul à tout faire à la main, nourrir et donner de l'eau. Nous avons encore un peu d'eau en réserve. Cela suffira à irriguer notre verger de pommiers environ 3 fois de plus, puis il n'y en aura plus. La pompe qui fournit l'eau fonctionne aussi au diesel. Sans diesel, nous ne pourrons pas pomper d'eau. Cela veut dire que nous ne pourrons pas irriguer le verger, et nous aurons des problèmes avec nos pommiers. Donc c'est une ferme de pommes, une production de pommes. Peut-être qu'ils font du jus, du cidre ou vendent simplement des pommes à des revendeurs. Qui sait, cette ferme subit les pertes, et à travers cela, chaque autre revendeur ou entité liée à cette ferme d'une manière ou d'une autre subira des pertes. Nous voyons donc déjà 4 oblasts en Russie qui ont mis en place ce type de changement, permettant aux véhicules administratifs comme la police, le personnel médical et tous ces véhicules de faire le plein avec un certain bond sans faire la queue. C'est leur tentative de donner la priorité, vous savez, aux voitures et véhicules administratifs qui assurent le Bensumich, qui assurent le bon fonctionnement du pays. Mais vous savez ce que cela implique ? Comme il s'agit de la Russie, cela ne garantira pas que le pays fonctionne correctement. Ces personnes passeront sûrement devant tout le monde, achèteront trop de diesel et d'essence, puis les revendront au marché noir. Donc ça ne fonctionne pas comme c'est censé fonctionner. Ils vont gagner une somme folle sur le marché noir. Bien sûr qu'ils vont le faire. C'est tellement lucratif. Le gouvernement restera inefficace. Le personnel médical manquera toujours de carburant car tout aura été vendu. C'était le dernier point de la semaine sur la pénurie de carburant en Russie. La situation empire de plus en plus et maintenant cela affecte la sécurité alimentaire. D'autres secteurs de l'économie auxquels je n'avais même pas pensé subiront certainement aussi des dommages à cause de ce manque. Par exemple, tout type de transport routier, les entreprises de logistique qui assurent l'expédition pour certaines sociétés. Tout cela va ralentir.
Cela va vraiment nuire au PIB russe, vraiment la pénurie d'essence, la pénurie de carburant. Je vous tiendrai au courant, mes amis. 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Revenez et au revoir.